Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur GMTV+, dans le bœuf politico-historique ou bien bœuf politique-histoire, qui reçoit aujourd'hui une grande dame qui adore le monde entier tout simplement, d'après ce que nous avons lu, d'après ce que nous connaissons désormais. Elle, c'est Karine Ramondi, auteure de Leaders africains, leader assassiné en Afrique centrale 1958-1961. Bonjour Karine, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Très Ravi bien. d'être avec vous aujourd'hui. Ben écoutez, vous auriez dû venir depuis longtemps. Hein, mais vous ne me connaissiez pas. Non, on ne se connaissait pas vraiment. Bon, on se connaît désormais, donc vous la verrez souvent. On va remercier notre ami commun qui nous a mis en contact, Jean-Paul Mounet, Tout à fait. à Corcoué-sur-Lonne, du côté des Pays de la Loire. Exactement. Très bien. Donc, Karine Ramondi, vous êtes chercheuse associée à l'UMR CIRIS. Qu'est-ce que cela signifie, URM CIRIS déjà? Alors, c'est une unité de recherche mixte qui travaille sur l'Europe prioritairement. Mais c'est vrai que moi, je travaille surtout sur les relations Europe-Afrique. Et je travaille beaucoup aussi avec le labo IMAF, qui est l'Institut des mondes africains en France. Très bien. Donc, l'UMR CIRIS de l'Université Paris 1, Oui. vous êtes spécialiste de l'histoire de l'Afrique dans les relations internationales du XXe siècle, de l'histoire des violences coloniales et post-coloniales et de l'anthropologie historique de combattants. Oui. Waouh! Quand on a entendu ça, ça fait peur, hein? Alors, disons que c'est pas très gai, c'est sûr. C'est Mais sûr. bon, en même temps, c'est quelque chose d'important. Très bien. Vous avez soutenu en 2018 une thèse sur l'assassinat des leaders africains au tournant des années 60 comme moment de construction nationale et de régulation des relations internationales sous la direction de R. Frank et Elika Bokolo. Tout à fait. Robert Frank et Elika Bokolo. Un spécialiste des relations internationales et un spécialiste de l'Afrique centrale. C'était important évidemment d'être dirigé, d'être co-dirigé dans cette thèse par des hommes brillants qui avaient tous les deux un champ d'expertise qui pouvait se croiser. Donc vos recherches s'articulent autour de l'histoire de l'Afrique, ça va de soi, dans les relations internationales du XXe siècle, on l'a dit, l'histoire panafricaniste et l'histoire du corps. Vous êtes également co-organisatrice du séminaire Repenser les élites et le pouvoir, formation, circulation et mutation à l'Université de Paris-Dauphine et du laboratoire Hérisseau dans le cadre du projet de recherche Poltur. Oui, alors ça c'est un séminaire qui s'est terminé maintenant et qui me permet d'aller vers d'autres projets, et notamment des projets autour de la question métisse. Aujourd'hui, voilà, nous avons organisé un pool de chercheurs autour de la question métisse à travers le temps et ses avatars, justement, jusqu'au temps présent. Voilà, donc je salue mes collègues qui font partie de ce projet, de ce nouveau projet. Bon, dernière chose que je dirais sur vous, c'est ce que vous avez déjà fait, après on attaquera l'émission. Vous avez aussi participé à l'ouvrage collectif La mort du bourreau, paru sous la direction de Sévan Garibian aux éditions Petra en 2016. Tout à fait. Alors c'était un très beau projet parce que ce projet ne comptait absolument aucune touche africaine. Et puis Sévan Garibian m'a contacté pour me demander éventuellement si je pouvais apporter quelque chose du point de vue des leaders africains qui avaient été plutôt considérés comme des dictateurs cette fois-ci. Ce qui m'a fait faire un pas de côté dans ma recherche parce qu'à l'époque j'étais encore en pleine thèse, mais que je ne regrette pas parce que ça m'a permis d'avoir aussi une certaine profondeur de champ et de voir un petit peu comment les choses pouvaient évoluer après les indépendances. Et donc j'ai travaillé sur Bokassa et sur l'empereur. Exactement, et sur Idi Amin Dada. Vous n'avez pas évoqué les diamants de l'autre? Oui, alors à l'époque, les archives n'étaient vraiment pas consultables. Donc c'est toujours le cas d'ailleurs, à mon avis. Ah d'accord, bon, on reviendra là-dessus. Oui. Hein. J'aime bien les choses
Pinaïs, des choses comme ça. Et désormais, vous êtes l'auteur des leaders africains. Pourquoi je dis toujours leaders africains? Leaders assassinés en Afrique centrale 1958-1961 entre construction nationale et régulation des relations internationales. Édité chez nos amis ou nos moins amis l'Harmattan. Je vous salue quand même. Je salue André Julien Bem du côté de Douala et je salue aussi Monsieur Priès. Voilà, je vous salue tous. Beau travail. Alors, dans ce livre, vous évoquez les cas de Barthélemy Boganda, de République centrafricaine, ex-Ubangui Chari, cher à René Maran. Vous connaissez peut-être René Maran. Tout à fait. Bon, même si personne n'en parle en France. René Maran est le seul prix Goncourt noir de la littérature française en 1921. Cela fait donc 100 ans. Et depuis lui, les Noirs ne savent plus écrire en France, ne peuvent plus obtenir le prix Goncourt. Bon, on va poursuivre. Vous évoquez également Patrice Lumumba, de la République démocratique du Congo. Vous évoquez Félix Moumié et Ruben Oumniobé, tous deux UPC du Cameroun, brièvement. Qui furent-ils, brièvement? Alors, en fait, pourquoi ces 4 leaders-là et pas d'autres? Parce que c'est déjà une première question intéressante, me semble-t-il. C'est parce que l'exercice doctoral de la thèse oblige finalement à se restreindre théoriquement dans un cadre et dans un cadre chronologique et cadre géographique. Et donc en fait, j'ai délaissé certains autres cas que j'aurais pu traiter, qui étaient Sylvanus Olympio pour le Togo notamment, qui est à peu près assassiné à la même époque. À 63, oui. Exactement. Et donc du coup, j'ai essayé de trouver une cohérence géographique et donc je me suis intéressée à Boganda, qui est le premier prêtre oubanguien. Tout à fait. Et qui a été élu à l'Assemblée nationale en 1946, tout d'abord sous l'étiquette MRP, puis ensuite qui a pris l'étiquette de son propre parti, le Messane, et donc qui ensuite a fait carrière, on va dire, à la tête de l'Ubangui Chari et qui est décédé aux portes de l'indépendance de son pays, qu'il a baptisé République centrafricaine. Qui est décédé ou bien qu'on a décédé? Alors justement, c'est l'un des apports, je pense, de ce travail doctoral et de ce livre, c'est justement de re-questionner et d'ouvrir un certain nombre d'archives pour essayer de déterminer si cet accident d'avion dont il a été victime est un vrai accident d'avion. Alors c'est toujours délicat bien sûr, mais c'est vrai que là il y a des pièces d'archives qui nous amènent à penser qu'il faudrait qu'il y ait quand même une commission d'enquête qui potentiellement soit réouverte, parce que cet attentat, en tous les cas, n'a pas été suivi d'une enquête très poussée, très complète, et que voilà, ça laisse quand même une suspicion sur les conditions de sa mort. Bien. J'évoquerai aussi peut-être les 3 autres leaders. Patrice Lumumba, qui est le plus charismatique et le plus connu, le leader qui fait encore aujourd'hui l'objet, on va dire, d'une aura internationale très forte. Oui, il y a eu un débat au Parlement belge tout récemment. Un belge demandait qu'on ouvre la lumière là-dessus, en effet. Tout à fait. Et là, récemment, un colloque aussi qui a été conduite par Elisabeth Disséquessou, qui est véritablement à l'origine de ces 2 jours de réflexion qui ont lieu au campus Condorcet, qui est évidemment le premier premier ministre élu de la jeune République du Congo, qui va rester aux affaires finalement à peu près 2 mois. Ce qui est quand même relativement peu, avant d'être révoqué par le président Kasavubu et ensuite assassiné le 17 janvier 1961. Puis les 2 leaders camerounais que vous devez, Roland Félix Moumi, que vous deviez bien connaître, leaders de l'UPC, qui sont tous les 2 assassinés en un espace de temps très très court, comme vous le savez sûrement, et qui, comme beaucoup de leaders de l'UPC, vont disparaître. Justement, puisqu'on considère que l'UPC a été globalement étêté entre cette période pré-indépendance et post-indépendance, et donc le parti a été neutralisé d'une certaine façon pour un certain temps. Alors, il faut expliquer aux téléspectateurs qui assassine ces personnes-là, parce qu'on dit toujours a été assassiné par qui? Oui. Alors, pour Barthélemy Boganda, on ne sait pas encore. Les archives ne sont pas ouvertes et j'espère qu'on les ouvrira un jour en France, ce dont je doute peut-être quand j'aurai les cheveux blancs. Roland Félix Moumié, qui l'a assassiné? Alors, pour revenir sur Boganda, quand même brièvement, les archives sont ouvertes. J'ai pu consulter un certain nombre d'archives. Enfin, en tous les cas, les archives qui sont versées.
Parce que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'il existe plein d'archives en France qui ne sont pas versées par les institutions qui les possèdent au départ. C'est-à-dire que pour qu'une archive soit consultable, il faut qu'elle soit versée et qu'elle tombe dans le domaine public. Ça, c'est la première chose. Donc là, moi, j'ai accédé quand même à un certain nombre d'archives. Maintenant, il aurait fallu interroger des témoins qui ont, par exemple, disparu. Donc ça reste problématique parce qu'il y a tout un tas d'archives orales qui ne sont plus accessibles parce que les personnes sont tout simplement décédées et n'ont pas écrit sur ce qu'ils ont vécu. Alors, qui assassine ? De toute façon, dans le cas des leaders de l'UPC, on sait aujourd'hui que celui qui verse le poison dans le verre de Félix Moumié au plat d'argent à Genève n'est autre que William Bechtel, que je détaille beaucoup dans ce livre. Je retrace pas mal de choses sur lui. J'ai eu accès à un certain nombre de dossiers. Sa carrière remonte tout de même à la Première Guerre mondiale, pas en tant qu'agent secret ou honorable correspondant, comme on dit, mais il est évidemment l'auteur de l'assassinat et est commandité évidemment par le gouvernement, une partie du gouvernement français. Évidemment, ces choses-là ne sont jamais dites et écrites, mais évidemment, à partir du moment où Bechtel est commandité et traque Moumié, forcément, il a des subsides pour le faire, il a des frais, il doit d'ailleurs justifier de ses frais de mission. Auprès d'eux ? On ne sait pas, mais en tous les cas, il fait remonter ses frais de mission auprès du SDEC, qui n'est autre que les services secrets français. Donc voilà, et par contre, en ce qui concerne Niobé, c'est un peu différent, puisque lui, c'est dans un contexte de pacification, n'est-ce pas ? Ce terme absolument terrible. Je ne savais pas qu'on avait assassiné Pétain en France pour la pacification. Non, mais là, en l'occurrence, il se trouve que... C'est en Afrique qu'on assassine pour la pacification. Voilà, c'est ça. Le terme est évidemment très colonial, comme tout le monde le sait. Il s'agit de ramener la paix dans un pays qui ne demande rien, globalement. Et donc, Niobé a été, lui, pris au maquis, et évidemment, dans des conditions qui sont détaillées dans le livre, avec évidemment des bras armés qui relèvent des bataillons de l'armée à ce moment-là, du BTC. Alors, même il faut dire, chers téléspectateurs, bien qu'assassiné, on l'humilia encore. Y avait-il besoin d'humilier quelqu'un qu'on a déjà assassiné ? Qui porte la responsabilité dans l'assassinat de Ruben Oumniobé pour vous ? Est-ce qu'on le trouve dans ce livre ? Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est d'avoir toujours des approches nuancées. Il y a les commanditaires et il y a ceux qui agissent sur place. Il y a toujours des responsabilités et des co-responsabilités africaines, il faut quand même le dire. C'est un mot important. Le journaliste que je suis vous dirait qu'il n'y a pas de co-responsabilité africaine, car personne en Afrique, responsable politique à l'époque, et même aujourd'hui encore, n'est élu par le peuple. Il est démocratiquement nommé par le colon et le peuple est démocratiquement informé. Oui, on ne peut donc pas parler de quoi que ce soit. Alors si par exemple, ne serait-ce que vous parlez d'humiliation faite au corps, on sait que ces humiliations, elles ont aussi été faites par ce qu'on appelle les ikokones, c'est-à-dire les traîtres, ceux qui ont été retournés et qui ont dénoncé notamment Ruben Oumniobé, qui ont aidé à le traquer dans le maquis et qui, pour des raisons qui leur sont propres, ont quand même favorisé, on va dire, une forme d'humiliation localement par rapport aux populations, disons voilà ce qui a été fait à Mpodol. Pierre Mesmer, essayez de l'écouter, vous comprendrez que même l'humiliation était planifiée depuis la France. Voilà, ça je ne calomnie personne, les faits sont là et les faits sont têtus. Donc l'assassinat et l'humiliation sont à mettre au crédit de l'État colonial français. C'est la vérité, malheureusement, dit par Pierre Mesmer. Peut-être, allez. Alors, chers téléspectateurs, je dois aussi ajouter, il y a un mois, je recevais ici la fille aînée de Ruben Oumniobé, Hermine Goa Oumniobé, qui est en ce moment au Cameroun. Elle a lancé une collecte de fonds pour construire un mausolée. Un mémorial. Un mémorial pour Ruben Oumniobé. Vous pouvez donc contacter JMTV+, je vous mettrai en contact avec elle pour vos participations, car ni le Cameroun, son pays, ni la France qui l'assassinat n'a pensé qu'on peut honorer sa mémoire. Voilà.
Alors ça a déjà été aussi partiellement fait par son fils, Daniel Oumniobé, qui a beaucoup bataillé, ne serait-ce que pour faire mettre une plaque identificatrice sur la tombe à Ezeka, une plaque qui lui a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi, et qui est tout de même un minimum quand on veut commencer, ne serait-ce que le début d'un deuil. Très bien. Donc, dans cette émission, je mettrai dans le texte le lien de cette émission avec Amin Goumniobé pour ceux qui veulent revoir cela et comprendre de quoi il s'agit. Avez-vous des liens particuliers avec l'Afrique, Karine? Oui, bien sûr, j'y ai passé beaucoup de temps, voilà, et j'ai mis d'ailleurs pas mal de temps à comprendre que moi-même, j'étais pas tout à fait africaine. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que mes premières réactions ont toujours été des réactions dans un espace qui était l'espace africain. Et voilà, donc c'est vrai que je suis une occidentale qui écrit sur l'Afrique, mais dans beaucoup de pays africains, et notamment en Afrique centrale, je suis chez moi. Jusque-là, on n'a pas bien compris. Chers téléspectateurs, avez-vous compris? Moi, je n'ai pas compris. Donc, vous avez vécu dans quel pays d'Afrique? Centrafrique et RDC. Ah, d'accord. Pas au Cameroun. Pas encore? Pas encore. Ah, ben, ça va arriver. Donc, on comprend par là que si vous vous intéressez à l'Afrique centrale, c'est parce que vous connaissez la région. Oui, mais je crois aussi foncièrement que ce qui m'a amené à retravailler sur l'Afrique, parce que pendant quelques temps dans mon travail d'historienne, j'ai pas toujours été sur ces champs de recherche et cette période, c'est aussi beaucoup la littérature. J'ai beaucoup travaillé et appréhendé aussi les imaginaires africains à travers de grands auteurs africains. Comme qui, par exemple? Mongo Betty, par exemple, René Maran, que vous évoquiez. René Maran, qui est plutôt français, bien que noir. Oui, mais qui a quand même beaucoup travaillé, tout à fait. J'ai aussi, il y a plein d'auteurs africains que j'apprécie beaucoup. Par exemple, au lycée, j'ai lu Ampateba. Ah, Amadou Ampateba. Exactement. Qui m'avait particulièrement touchée. Vous étiez au lycée en Afrique? Non, je suis venue refaire mon lycée en France. En France? Oui. Et vous avez lu Amadou Ampateba en France? Oui, tout à fait. Ah, ça, c'est un exploit, ça? Oui, mais bon, j'avais un prof de littérature qui était M. Morterol. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Mais je le remercie parce qu'il nous a ouvert à tout un tas d'auteurs qui n'étaient vraiment pas du tout connus à l'époque. Ça n'avait pas dû plaire à l'Académie, ça, hein? Je ne sais pas. En tous les cas, nous, c'était parfait. Karine Ramondi, et désormais les Africains, la France et le monde francophone va vous aimer comme auteur parce que vous êtes auteur de Leaders assassinés en Afrique centrale 1958-1961, un livre qu'on peut retrouver dans tous les espaces de vente. Hein. On peut retrouver, pour ceux qui sont en France, à la FNAC peut-être? Alors, ça se commande sur la FNAC, Amazon, malheureusement, mais heureusement pour ça. Mais bon, commandez sur Amazon, vous le trouverez. Voilà, la FNAC, et puis aussi en ligne chez l'Harmattan, on peut parfaitement le faire livrer. Et dans les L'Harmattan locaux aussi en Afrique, notamment, je crois que c'est à Yaoundé. Voilà. À Yaoundé, je crois que ça doit être derrière la cathédrale de Yaoundé. Là maintenant, si ça n'a pas déménagé, ça fait 30 ans, je ne suis pas allé. Donc, voilà, vous pouvez donc le retrouver dans tous les espaces de vente, sur Internet, comme en librairie, je vous le recommande fortement. Nous allons poursuivre cette émission, vous allez vous rendre compte de la richesse qu'il y a dans ce livre. On ne pourra pas tout vous livrer, naturellement, car ça fait quand même 500 et poussières de pages, là. Alors, il y a la bibliographie, il y a des annexes, il y a des documents... mais très documenté. Hein. Mais c'est évident que sur un sujet comme celui-là, ça ne s'ouvre pas trop l'à peu près. On ne peut pas se permettre d'essayer de faire un travail scientifique sans évidemment sourcer et avoir un minimum de références. Combien de temps cela vous a pris pour écrire? C'était déjà votre thèse? Oui, alors j'ai commencé véritablement à travailler sur ces sujets en 2009. J'ai recommencé à travailler sur Lumumba, puis ensuite élargi mon sujet dans le cadre du doctorat. On va dire qu'entre le début de la thèse et la publication, il y a eu à peu près 10 ans. 10 ans? Oui. Ça se voit vu le poids du livre et la richesse. On comprend
que vous avez pris beaucoup de temps pour le travailler. Dites-moi, pardon, en Occident, et en particulier en France, lorsqu'un Africain pose sur la table ce genre de problèmes, de problématiques liées à la colonisation, aux assassinats des leaders africains par la France ou par l'Occident, car il n'y a pas que la France. Hein. Non. Bon, les Belges ont fait, les Américains, voilà. Lorsqu'un Africain pose ce genre de problème sur la table, on lui répond systématiquement qu'il est dans la victimisation. Comment comprenez-vous cela? Est-ce que vous comprenez même déjà cela? Je pense que c'est une façon de ne pas répondre à la question posée. Je pense que je ne vois pas en quoi le fait de travailler sur ces sujets et de poser la question des responsabilités et de la vérité, de l'objectivité, doit ramener systématiquement la personne qui pose les questions et essaie d'y répondre à la victimisation. Enfin, je trouve que c'est complètement déplacé. N'avez-vous pas eu peur des représailles en France en travaillant sur un tel thème? C'est une question qu'on me pose souvent. Je pense que je n'ai pas eu peur parce que je l'ai fait avec rigueur et j'ai eu à cœur justement de ne pas tomber dans les clichés. Et j'ai fait mon travail comme toute chercheuse pourrait le conduire dans un domaine qui est quand même très masculin. Les services secrets, tous les historiens qui se sont, on va dire, intéressés à ces sujets sont quand même plutôt des hommes. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Moi, j'ai toujours eu envie de travailler sur l'assassinat politique. Alors, je ne savais pas... C'est quoi cette morbidité-là? Je trouve que j'ai été très frappée par un assassinat politique quand je faisais mes études d'histoire grecque, parce qu'à l'origine, j'ai fait des études d'histoire grecque antique. L'assassinat politique de Philippe II de Macédoine dans le théâtre de Vergina, qui, on va dire, a des responsabilités très partagées également, des responsabilités au sein de sa famille, au sein de ses rivaux politiques. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et j'ai toujours eu à cœur de comprendre les mécanismes de l'assassinat politique. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, une femme, peut-être, un jour, fait tellement peur qu'on veuille absolument se débarrasser de ce qu'il porte comme idée, de son corps, de sa mémoire. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Voilà. Et pour répondre précisément à votre question, je pense qu'à partir du moment où on est dans le domaine scientifique, on n'est pas dans l'emporte-pièce, on offre un travail qui a du sens. Et donc, il faut du courage peut-être pour porter ces sujets. C'est pas toujours facile parce que chacun a son appréciation de ces hommes, de ces sujets. C'est souvent en colloque ou en conférence parfois compliqué parce que chacun a ses propres appréciations. Mais c'est un travail d'utilité publique. Votre carrière a-t-elle bien évolué? Écoutez, moi, je ne raisonne pas en termes de carrière. Je suis encore aujourd'hui, je suis chercheuse, comme vous l'avez dit. C'est sûr que travailler sur l'histoire de l'Afrique, déjà en France, ça ne veut pas dire qu'on va être face à beaucoup de postes. Quand même très peu de postes qui sont ciblés histoire de l'Afrique au XXe siècle, par exemple, ou au XIXe. Après, moi, je suis toujours prof dans le secondaire, donc j'allie les deux. En termes de carrière, je fais ce que j'ai envie de faire, je travaille sur les sujets que j'ai envie d'aborder. Je pense que c'est déjà une très grande liberté. C'est bien, hein? Ben, j'essaye. Et dans votre entourage, alors, est-ce qu'on ne vous fait pas de proches en disant, ben, Karine, tu en fais un peu trop? Pourquoi t'intéresser aux histoires des Africains? Vous n'avez pas souvent eu ce genre de remarques? Non. Vraiment? Non, parce que... Non, parce que... Ce que je voudrais dire, c'est que, à partir du moment où on fait les choses avec passion, avec sérieux, on est toujours pris au sérieux par les gens qui nous apprécient. Bon, alors... Après, il se pourrait peut-être que certains trouvent que c'est une histoire qui devrait être écrite par les Africains eux-mêmes.
Et lorsqu'ils l'écrivent, on les accuse de victimisation. Voilà, certains m'écoutant vont dire « Oh, Dieudonné est de retour ». Mais non, du tout. Car Éric Zemmour va bientôt être président. Il a toujours accès aux médias. Mais l'autre, on ne l'entend plus. Vive la France. C'est pour ça que JMTV Plus existe, en attendant qu'on m'interdise peut-être. Ou qu'on me lessive l'oignon, comme chantait mon ami Jean Ferrat, paix à son âme. Bon, page 259. Vous dites, vous voyez, c'est des choses qui m'ont frappé, très précis. Certains pays comme le Cameroun, le Togo, n'ont jamais été des colonies françaises, mais la France a détourné le mandat de l'ONU pour en faire des colonies avec l'aide des Américains. Vous permettez, je lis les 10 phrases, hein, c'est très important. Avec l'aide des Américains, les visas sont souvent refusés aux leaders africains désireux de représenter leur peuple à l'ONU. Ce fut le cas quand, le 22 octobre 1952, la 4e commission de l'ONU autorise l'UPC, parti politique camerounais, qui finit par être interdit par la France, à faire une présentation orale pendant la 7e session. La France met en place une contre-offensive contre Oumniobé et Charles Okala, en se faisant représenter par le prince Douala Manga Bel, que nous retrouvons dans nos livres d'histoire comme étant un héros. Pourtant, c'était un traître, Douala Manga Bel. Bien, je poursuis. Les agents de renseignement français déclarent à ses contacts de tout faire pour empêcher Oumniobé et Okala d'aller aux États-Unis, que cela est dangereux pour la France, notamment avec des rencontres qu'il fait avec Eslanda Robson, l'épouse de Paul Robson, qui est connue par le FBI comme étant une fervente militante de la cause noire. C'est une grosse accusation. Si vous ne savez pas chercheuse, je dirais. On peut considérer que c'est une accusation, mais c'est une réalité. Les archives le montrent, les documents sont très clairs, tout est rédigé, il n'y a pas à discuter. C'est là. Pour avoir accès à ces archives-là, avez-vous galéré? Alors, dans le contexte dans lequel j'ai travaillé, qui était la loi de 2008, des classifications à plus de 50 ans, j'ai commencé à travailler sur ces sujets en 2010, on était pile 1960, donc il y a des cartons, notamment au service historique de la Défense, dont j'avais accès facilement à une partie. Et puis des cartons qui portaient sur les années 60-62, et là on n'était pas dans les délais légaux, donc il a fallu que je demande des déclassifications qui globalement m'ont été accordées à quelques exceptions près. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais dans un trend où les archives étaient globalement assez ouvertes et assez accessibles. Il ne faut pas trop mythifier le fait que les archives ne sont pas accessibles, qu'on nous cache des choses. Ce qu'on nous cache, c'est les archives qui ne sont pas versées dans les institutions. C'est-à-dire, par exemple, qu'on sait que la DGSE, par exemple, la DGSI, dispose aujourd'hui d'archives qui ne sont pas versées au SHD, au service historique de la Défense, par exemple. Donc ces archives-là, par contre, ne sont absolument pas consultables par les historiens. La loi dispose de quoi? La loi ne demande-t-elle pas qu'au bout de 50 ans, ces archives soient reversées au domaine public? Si, logiquement, oui. Mais là, en plus, nous sommes dans un contexte où, et c'est très bien que je sois là avec vous aujourd'hui pour en parler, nous sommes dans un contexte où nous avons à lutter, nous les historiens, sur une loi qui est une grande loi sur le terrorisme notamment, et l'article 19 qui referme, par peur de dévoiler des secrets, on va dire, importants, qui referment les archives françaises et qui vont, si le texte est passé à l'Assemblée nationale, il est passé au Sénat et il est actuellement en commission mixte paritaire. Et si cet article 19 est voté, c'est absolument une catastrophe pour beaucoup d'historiens qui ne pourront plus avoir accès à beaucoup d'archives, ce qui n'était pas mon cas en 2008, et je tiens à le dire. Je pense que si cet article est voté, je ne pourrais pas refaire un livre comme celui-ci.
Avez-vous l'impression que la France essaye de ne pas assumer son passé colonial? Je ne sais pas qui c'est la France. Les autorités françaises. Voilà. Car vous êtes française. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je moi le aussi dis. peut-être. Oui, oui. Peut-être. Non. Jusqu'à ce que Kylian Mbappé rate le penalty, j'étais français. On va le dire. Pauvre. Maintenant qu'il a raté au penalty, on lui reconnaît ses origines camerounaises. Mais avant, quand il a ramené la Coupe du Monde, on a parlé d'Antoine Griezmann. Moi, français. Bon, enfin, écoutez, Bon. Kylian Mbappé, sachez qu'on trouve quand même que vous êtes extrêmement brillant. Mais heureusement, ça arrive à tout le monde, les échecs. Ben oui, Voilà. Et son agence principale qui l'appelle souvent au téléphone pour parler avec les youtubeurs, Emmanuel Macron, n'a rien dit jusqu'ici. Ouais, le truc. Vive la France. Bon, revenons. Avez-vous l'impression que les autorités françaises ne veulent pas assumer le passé colonial français en voulant voter des lois de ce genre pour vous empêcher de travailler? Il y a un paradoxe quand même actuellement, parce que quand on regarde ce qui est fait au niveau du Rwanda, par exemple, et l'ouverture qui va être autorisée de certaines archives 90-95 sur le Rwanda, quand on regarde ce qui a été mis en place, la mission et le rapport Stora sur l'Algérie et la France, quand on regarde là la mission qui vient d'être confiée à Achille Bembe pour l'organisation du sommet Afrique-France ou France-Afrique, on se dit qu'il y a quand même des velléités d'ouvrir un certain nombre d'archives. Mais paradoxalement, et c'est ce que ne cessent de dire les historiens, c'est que finalement, cet article 19 de cette loi, c'est complètement contre-productif par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a comme ça une émergence de mémoire sélective qui serait autorisée de travailler pour les historiens. Alors Emmanuel Macron dirait, bah voilà, vous avez le droit de travailler sur le Rwanda, vous avez le droit de travailler sur l'Algérie. C'est lui qui décide pour vous, en fait. A priori, là, en ce moment, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et puis à côté, il y a plein d'archives qui vont se refermer et qu'on ne pourra plus consulter, on ne pourra plus travailler sur des aspects historiques et mémoriels qui sont encore à travailler. Karine Ramondi, rassurez-moi, nous sommes toujours en France, là, pays de démocratie, des droits de l'homme, de tout, tout le tralala. Cet article 19 a été dénoncé par énormément d'institutions en disant qu'il était antidémocratique. Vive la France, pays des droits de l'homme, pays démocratique, où on décide de ce que l'historien doit faire. Le Conseil d'État s'est opposé à cet article. Heureusement. Vous dites, page 28. De 1916 à 1946, les Camerounais sont citoyens de l'ONU. Mais la France va mettre en place des lois, telles que la loi sur la liberté de la presse en 1881, publiée dans les langues locales, est interdit, ou alors doit faire l'objet d'une autorisation. Je vais ajouter qu'en 2015, je me suis rendu à Foréké, à Tchang, région Bamileke de l'Ouest. Je me suis rendu compte que Sa Majesté Djomesti Mathias Ier avait créé une écriture et des écoles que les Allemands acceptaient, mais dès l'arrivée de la France, tout de suite interdit. Donc, ça corrobore ce que vous ne le saviez certainement pas. Je vous l'apprends aujourd'hui. Je suis allé sur le terrain vérifier cela. Et cet article, vous pouvez le trouver sur YouTube, intitulé « Visite guidée de la chefferie Foréké ». Donc, on interdit aux gens d'écrire dans leur langue et on leur impose celle française. Sommes-nous toujours là dans la liberté d'expression pour un pays démocratique? On est dans l'assimilation. L'assimilation. Cher à Éric Zemmour aujourd'hui en 2021. Oula, alors là... Parce qu'il a encore dit sur CNews il y a une semaine. Écoutez, il a 50 ans de retard. N'avez-vous pas l'impression, en tant qu'historien, que la France n'apprend pas de ses bêtises du passé, Karine Ramondi, sincèrement? Je pense que la France c'est trop vague. Il y a beaucoup de Français qui apprennent des choses, qui écrivent, qui ont envie de justement d'être dans la nuance et qui intègrent un certain nombre de travaux, qui se spécialisent. Malheureusement, ce n'est pas forcément ce qu'on entend le plus. Comme vous. Écoutez, je n'ai pas été invitée sur CNews. C'est bien ce que j'allais vous dire, car j'ai regardé où vous avez été invité. Ce sont des médias plus proches. Je vais saluer Madame Robert, j'oublie son prénom. Virginie Robert. Non, c'est pas elle. Clarisse Jompan aussi a écrit, Clarisse que je connais très bien. Pour Jeune Afrique. Pour Jeune Afrique a écrit
un très beau papier sur vous. Oui, je la remercie d'ailleurs. Donc, je ne trouve pas celle de Marie Aubert, mais je retrouverai son nom et je vous le mettrai, je vous le sous-titrerai. Pour le monde diplomatique. Le monde diplomatique, en effet. Voilà, j'oublie pourtant, c'est quand même une dame que j'adore, même si je ne l'ai jamais rencontrée. Et je vais vous dire, madame, j'ai votre numéro, j'ai peur de vous appeler. Je ne sais pas pourquoi, et ça fait des mois que cela dure. Je vous le dis, parfois, nous manquons de courage. Passez un coup de fil, je suis tétanisé. Peut-être parce que je vous admire trop. Donc, j'ai regardé, aucun grand média français ne vous a invité, même pas France 24. Alors France 24, ça ne s'est pas fait. J'ai été invitée, mais j'ai pas pu répondre immédiatement à la demande et donc en fait j'ai pas pu faire l'émission. Mais bon, faudrait peut-être que ça se refera peut-être. On vous a pas reprogrammé? Non, on m'a pas reprogrammé. Mais RFI quand même. RFI m'a donné beaucoup la parole. Je les en remercie. C'est vrai que ces journalistes ont été quand même très présents et on a fait beaucoup de choses ensemble autour de ce livre. J'espère que c'est pas fini. C'était Guillaume Nodin ou pas? Non, il y avait La Marche du Monde avec Valérie Nivelon, il y a eu Pierre Firsion, il y a eu Laurent Corot, enfin, il y a eu aussi, son nom m'échappe. C'est pas grave. Bon, voilà, il y a eu pas mal de... On a fait un très très bel un article et émission sur Moumier aussi, voilà, avec Valérie Maurice, je ne sais plus, pardon. Qu'elle m'excuse, j'ai oublié son prénom. En tout cas, sur RFI, j'ai l'être un peu plus ouvert que sur France 24. D'ailleurs, pour mon livre, j'avais été surpris d'être invité par Guillaume Nodin, qui ne me connaissait pas. Je me suis dit, ah bon, RFI m'invite. Bon, très bien, allons-y. C'est formidable. Nous allons permettre à mon chroniqueur de venir vous cuisiner aussi un tout petit peu. Il aura 3 questions à vous poser. Alors, Bertrand, vous êtes sur JMTV+.